Il n'existe pas de révolution où l'on tende la joue gauche. Une révolution non violente, ça n'existe pas. La seule espèce de révolution qui soit non violente, c'est la révolution nègre. C'est la seule qui ait pour but la déségrégation des comptoirs de restaurants, la déségrégation des jardins publics, la déségrégation des lavabos dans les lieux publics. Vous pouvez vous asseoir à côté d'un blanc sur le siège des cabinets. Ce n'est pas une révolution. La révolution est fondée sur la terre. La terre est le fondement de toute indépendance. La terre est le fondement de la liberté, de la justice et de l'égalité. L'homme blanc sait ce qu'est une révolution. Il sait que la révolution noire est internationale de par sa portée et de par sa nature. La révolution noire balaie l'Asie, balaie l'Afrique, dresse la tête en Amérique latine. La révolution cubaine, voilà une vraie révolution. Ils ont renversé le système. La révolution est en Asie. La révolution est en Afrique. Et le blanc crie de peur parce qu'il voit la révolution en Amérique latine. Comment pensez-vous qu'il va réagir à votre égard lorsque vous aurez appris ce qu'est une vraie révolution? Vous ne savez pas ce qu'est une révolution? Si vous le saviez, vous ne vous serveriez pas de ce mot. La révolution est sanglante. La révolution est hostile. La révolution ne connaît pas le compromis. La révolution renverse et détruit tout ce qui lui fait obstacle. Et vous, vous êtes assis là, pareil à des bécasses posées sur un mur, disant « Je m'en vais aimer ces gens-là, si fort qu'ils ne puissent me haïr. » Non, c'est une révolution qu'il vous faut. Qui a jamais entendu parler de la révolution là où l'on se tient par la main? Comme l'a si bien dit le pasteur Cleage, pour chanter « We shall overcome », cela ne se fait pas dans une révolution. On ne chante pas tant on est occupé à danser. La révolution est fondée sur la terre. Un révolutionnaire veut la terre pour y établir sa propre nation, une nation indépendante. Ces nègres ne revendiquent pas une nation. Ils s'efforcent de retourner en rampant sur la plantation. Lorsqu'on veut une nation, cela s'appelle nationalisme. Lorsque les Blancs des États-Unis se sont trouvés engagés dans une révolution contre l'Angleterre, pourquoi était-ce? Le blanc de ce pays voulait cette terre pour y édifier une autre nation blanche. C'est le nationalisme blanc. La révolution américaine, c'était le nationalisme blanc. La révolution russe également. Mais oui, c'était le nationalisme blanc. Vous n'êtes pas de cet avis? Pourquoi croyez-vous que Khrouchtchev et Mao ne peuvent se mettre d'accord? À cause du nationalisme blanc. Toutes les révolutions en cours actuellement en Asie et en Afrique, sur quoi sont-elles fondées? Sur le nationalisme noir. Un révolutionnaire est un nationalisme noir. Il veut une nation. Je lisais un beau texte du pasteur Cleage dans lequel ce dernier expliquait que s'il ne pouvait s'entendre avec personne dans cette ville, c'était parce que tout le monde avait peur de se voir identifié aux nationalistes noirs. Si vous avez peur du nationalisme noir, vous avez peur de la révolution. Et si vous aimez la révolution, vous aimez le nationalisme noir. Pour comprendre cela, il faut que vous réfléchissiez à ce que notre jeune frère ici présent a dit sur la différence qu'il y avait au temps de l'esclavage entre le nègre domestique et le nègre travailleur des champs. Les nègres domestiques, ce sont ceux qui vivaient dans la maison du maître. Ils étaient bien vêtus, ils mangeaient bien parce qu'ils mangeaient comme le maître, ce dont ils ne voulaient pas. Ils vivaient au grenier ou dans la cave, mais ils vivaient près du maître. Ils aimaient le maître, plus que le maître ne s'aimait lui-même. Ils donnaient leur vie pour sauver la maison de leur maître, plus volontiers que le maître lui-même. Si le maître disait « Nous avons une bonne maison », le nègre domestique disait « Oui, nous avons une bonne maison ». Lorsque le maître disait « nous », il disait « nous ». C'est à cela que se reconnaît un nègre domestique. Si la maison du maître brûlait,
Le nègre domestique combattait le feu avec plus d'énergie que n'en mettait le maître lui-même. Si le maître tombait malade, le nègre domestique disait « Qu'y a-t-il, patron? Nous sommes malades ?»« Nous sommes malades. » Il s'identifiait au maître plus que son maître ne s'identifiait à lui-même. Et si vous veniez trouver le nègre domestique pour lui dire « Échappons-nous, sauvons-nous, quittons cette maison », le nègre domestique vous regardait et répondait « Vous êtes fou? Vous êtes fou, mon vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quitter cette maison? Connaissez-vous une meilleure maison que celle-ci? Où serais-je mieux vêtu qu'ici? Où serais-je mieux nourri qu'ici? » Voilà ce qu'était un nègre domestique. En ce temps-là, on l'appelait house nigger. Et c'est ainsi que nous l'appelons encore aujourd'hui, car il y en a encore. Le nègre domestique d'aujourd'hui aime son maître. Il veut vivre auprès de lui. Il paierait 3 fois la valeur de la maison qu'il habite, rien que pour vivre auprès de son maître, et pour aller ensuite se vanter d'être le seul noir du coin. Je suis le seul dans ma partie. Je suis le seul dans cette école. Vous n'êtes qu'un nègre domestique. Et si quelqu'un vient vous trouver à l'instant pour vous dire « quittons cette maison », vous lui répondez exactement ce que répondaient les nègres domestiques de la plantation. Qu'entendez-vous par « quitter cette maison » ? Se séparer de l'Amérique ? De ce brave blanc ? Où trouverez-vous un nouvel emploi, un meilleur emploi, que celui que vous avez ici ? Oui, voilà, ce que vous dites, je n'ai rien laissé en Afrique. Voilà ce que vous dites. Mais vous avez laissé votre tête en Afrique. Sur la plantation, il y avait aussi le nègre travailleur. Les nègres travailleurs, c'étaient les masses. Les noirs étaient toujours plus nombreux dans les champs que dans la maison. Le nègre travailleur menait une vie d'enfer. Il mangeait des restes. Les nègres domestiques mangeaient les meilleurs morceaux du porc. Le nègre des champs n'avait rien d'autre que ce qui restait des entrailles du porc, ce qu'on appelle aujourd'hui les abats. À cette époque, ils appelaient cela de son véritable nom des tripes. Voilà ce que vous étiez, des mangeurs de tripes. Et certains d'entre vous sont encore des mangeurs de tripes. Le nègre des champs était frappé du matin au soir. Il vivait dans une cabane, dans une hutte. Il portait de vieux vêtements dont personne ne voulait. Il haïssait son maître. Oui, il le haïssait. Il était intelligent. Le nègre domestique aimait son maître. Mais le nègre des champs, et rappelez-vous qu'il était la majorité, haïssait le maître. Quand la maison brûlait, il n'essayait pas d'éteindre le feu. Le nègre des champs priait pour qu'il vînt un coup de vent. Quand le maître tombait malade, le nègre des champs priait pour qu'il mourût. Si quelqu'un venait trouver le nègre des champs pour lui dire « Quittons cette maison, sauvons-nous », il ne répondait pas. Pour aller où? Mais tous plutôt que cette maison. Tout plutôt que cette maison. Il y a aujourd'hui des nègres des champs en Amérique. J'en suis un. Les masses sont composées de nègres des champs. Lorsqu'ils voient brûler la maison de ce blanc, vous n'entendez pas les petits noirs dire « Notre gouvernement a des ennuis », mais « Le gouvernement a des ennuis ». Imaginez un noir disant « Notre gouvernement ». J'en ai même entendu un parler de « nos astronautes », « notre marine de guerre ». Voilà un noir qui a perdu l'esprit. Oui, un noir qui a perdu l'esprit. Tout comme le maître en ce temps-là se servait de Tom, le nègre domestique, pour maintenir les nègres des champs sous sa domination, le vieux nègre se sert aujourd'hui de nègres qui ne sont rien d'autre que les oncles Tom du XXe siècle. Pour nous tenir en échec et nous garder en main, vous et moi, pour nous garder pacifiques et non violents. C'est Tom qui vous fait non violent. C'est comme lorsque vous allez chez le dentiste et qu'il se prépare à vous arracher une dent. Vous vous débattrez quand il se mettra à tirer. Aussi vous injecte-t-il dans la mâchoire un produit appelé novocaïne, pour vous donner à croire qu'il ne vous fait rien. Vous restez assis, et parce que vous avez toute cette novocaïne dans la mâchoire,
vous souffrez en paix. Le sang coule de votre mâchoire et vous ne savez pas ce qui se passe, parce que l'on vous a appris à souffrir pacifiquement.